Salut les amis, le jour 7 de ces JO s'est écoulé et vient de se terminer d'une drôle de manière. Bon, on a vibré quand même aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de médailles d'or, on a quand même eu beaucoup de chance avec le BMX, Léon Marchand, Teddy Riner, beaucoup de belles choses dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on va aller à fond sur le basket. Je sais que vous êtes tous très impatients et que vous avez très envie qu'on démolisse notre équipe de France. Bon, comme on est un peu plus réfléchi, on va prendre le temps d'en discuter patiemment, tranquillement et puis de manière sereine. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, il y a Arthur Sen. Comment ça va, Arthur? Ça va, toi, frérot? Ça va, ça va. Toi, ça va, toi? Ouais, ça va, je suis content. On vient de vivre une drôle de soirée. Une soirée très bizarre, mais écoute, on va en discuter. Je pense qu'on a plein de choses à dire, ou pas. On va prendre le temps d'en discuter. Pour en discuter aussi, Thomas Larocchi est avec nous. Comment ça va, Thomas? Pas ouf, un peu blasé là. J'en ai un peu marre, mais bon, écoute, comme il a dit Arthur, on va en discuter. Hein. On va prendre le temps d'en discuter. Non, Erwan n'est pas là parce que Erwan est à Lille. Il est à Lille, le chanceux qu'il est. Il se déplace, il fait 2 heures de voiture ce matin, il voit 3 bons matchs de basket, il va pour l'équipe de France et bam, on prend une fessée. Mais comme on adore Erwan, vous êtes les meilleurs, vous, ceux qui nous suivez depuis tant d'années, et vous avez pris en photo Erwan pendant le match. Donc pour que Erwan soit un peu avec nous, on mettra de temps en temps cette belle photo d'Erwan qui a l'air d'être ravi. Imaginez comment il est en train de bouillir à l'intérieur. Je vous rassure, hein, il reviendra dimanche et on aura le temps d'en discuter pour se projeter sur le quart de finale, puisqu'a priori, ce sera France-Canada ce mardi. Allez, premier jingle et on se lance dans ce match qui a été terrible. L'équipe de France, donc, après avoir gagné contre le Brésil et face au Japon, devait s'imposer contre l'Allemagne pour espérer dans le chapeau 1 et puis éviter les États-Unis, éviter le Canada, éviter les grosses équipes. Bon, entre-temps, on s'est dit quand même que c'était la première fois qu'on allait affronter une énorme adversité. Et ben, ça a donné une défaite terrible, 85-71. Thomas, première prise de parole là-dessus. Qu'est-ce qu'on retient? Je sais même pas quoi te poser comme question tellement je suis triste. Bah, moi, j'ai envie de dire qu'on y a cru pendant 4-5 minutes, on va dire. On a fait un bon début de match, hein, faut le dire. Et là, on s'est tous dit, ah ça y est, enfin, on y est. On commence à courir, on prend les rebonds, on va vers l'avant. On a vu quelques séquences collectives qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et puis après, on rentre encore très rapidement dans les rotations. Hein. Vincent Collet qui sort très vite des joueurs qui sont bien dans le match. Et forcément, je ne sais pas si on a le banc en fait, pour entrer aussi rapidement dans les rotations. Et ça se voit tout de suite, on prend un écart rapidement et après, on ne reviendra jamais. Arthur? Difficile d'analyser cette défaite. Je sais pas, il y avait des choses qu'on avait vues durant les 2 premiers matchs. On se disait que peut-être l'adversité sur le papier était moindre et qu'on allait avoir peut-être ce sursaut d'énergie sur une opposition un petit peu plus relevée. Rien du tout, on a vu exactement les mêmes problèmes qu'on avait pu voir sur les 2 premiers matchs et en prépa. 0 jeu rapide. Je sais pas si tu as vu une contre-attaque aujourd'hui. Je cherche. Non, donc. Non. Hein. 0 jeu rapide. Une très mauvaise utilisation de nos joueurs qui sont censés être des joueurs cadres. Et des énormes problèmes et des énormes trous défensifs. Donc voilà, on n'a pas progressé pendant le tournoi, on n'a pas progressé au fur et à mesure de l'adversité. Donc hyper déçu et de très mauvais augure pour le prochain tour. Je vous sens résigné, je vous sens déçu. Alors que moi, je suis très énervé. Et je vous pose la question à vous dans les commentaires. Dites-nous, vous êtes plutôt déçu, un peu abattu? Parce que là, je sens mes gars un peu abattus. Moi, je vais pas vous mentir. J'ai une haine de l'au-delà. J'ai envie de tout arracher. Je vous le dis, j'ai envie de tout arracher. J'en veux énormément aux joueurs parce que à un moment donné, la performance d'une équipe, on peut parler autant qu'on veut du coaching et tout. Ça dépend énormément de ce qui se passe sur le terrain. Mais bien sûr, tout ce qui cristallise toutes nos frustrations et la colère qu'on a ce soir, parce que moi je vous dis je suis très en colère, c'est bien sûr Vincent Collet. On a vu tous vos messages là pendant quelques minutes, puis j'ai aussi entendu ce que nous on s'est dit pendant le match. On peut parler du jeu, et si vous voulez, on va continuer à en parler, on peut dérouler, etc. Mais ce qui cristallise là notre frustration, notre énervement, notre colère, etc., c'est les choix de Vincent Collet, mais depuis 2 ans, et qui, encore ce soir, a fait des trucs que je n'ai pas compris. En fait, je me suis dit, on va encore arriver à ce débrief, dire les mêmes choses, ça se répète depuis le début du tournoi. Je pensais qu'il allait à moins avoir une évolution. Alors, ils ont soi-disant un super staff, Atkinson, Collet, Donadieu, on sait que c'est tous des bons entraîneurs, mais j'aimerais être une petite souris pour voir les débriefs, les débriefs vidéo. Qu'est-ce qu'ils disent aux joueurs? Je comprends pas comment on peut proposer un basket pareil. Vraiment, il y a 0 progression entre le premier match contre le Brésil jusqu'à l'Allemagne. Il n'y a aucune progression. On sait toujours pas qui va jouer. Ça change les 5 majeurs. On se retrouve encore avec Rudy Gobert à avoir le ballon 2 mètres au-dessus de la ligne à 3 points qui doit faire le bon choix, faire la bonne passe, des écrans grands qu'on n'a pas envie de voir, des 1 contre 1 de Gobert en partant de la ligne à 3 points. Il y a tellement de choses à dire, vraiment. C'est pour ça que je suis un peu blasé et je me dis, mais comment on a fait pour en arriver là?
Ouais, je suis complètement d'accord. Collet cristallise, le coaching staff cristallise énormément de frustration. Mais tu vois, souvent j'ai l'impression qu'il y a une cassure avec le groupe. Moi, j'ai même pas l'impression que ça soit une cassure plus que ça. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir entendu des déclats ou autre. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension globale du rôle de chacun. Et ça part de Wembanyama qui est censé être la tête d'affiche jusqu'aux derniers joueurs. On pourrait dire Isaiah, je sais pas, Andrew, Nando, ceux qui sont pas censés être les leaders de ce groupe-là. Et j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension globale. Thomas, tu soulignais un truc qui était hyper intéressant, c'est le fait qu'on rentre vite dans les rotations. Je crois qu'à un moment, j'ai une vue sur le banc, il doit rester 3-4 minutes dans le premier quart-temps. Tous les titulaires, ils sont sur le banc. Alors évidemment, le but, c'est pas de pousser et de faire jouer 40 minutes nos cadres, mais je sais pas, essayer d'avoir une ligne directrice. J'ai aussi l'impression qu'il y a cette espèce d'adaptation du match précédent. Donc le premier match, il y a notre ami Matthew Strazel qui start, qui est pas bon, il passe sur le banc. Après c'est Andrew qui start, il fait un moins bon match et c'est Strazel qui est bon, on le fait re-rentrer. Donc en fait il n'y a aucune cohérence. Et toi je sais pas comment est-ce que tu vois ça, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment une cassure avec le groupe, mais une incompréhension globale. Ouais, il y a un peu de ça. Moi ce que je vois aussi, c'est que si nous, devant notre écran, on ne comprend pas exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Vincent Collet a saboté le match. Je vous le dis clairement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a vu quelque chose qui ne pouvait pas exister. Donc l'incompréhension, elle est de pourquoi tu sors Evan, Rudy, et que tu te retrouves avec un 5 majeur à un moment donné composé d'Andrew, d'Isaiah, de Bilal, de Gershon et Mathias. Ouais. Franchement, les gars, il n'y a pas besoin on les connaît tous par cœur, on connaît tous leurs qualités, leurs défauts. On sait très bien qu'un 5 majeur comme ça, on va pas marquer un panier. Et on l'a pas marqué pendant 5 minutes entre le end one de Gershon sur le post-up à 3 minutes avant la fin du premier quart-temps jusqu'à 2-3 minutes de temps de jeu dans le deuxième quart. Donc, à partir du moment où tu avances des pions comme ça et tu te rates, mais c'est normal que tout le monde te tombe dessus. Donc, je sais pas s'il y a une rupture. Enfin, si, en fait, je sais que je suis persuadé qu'il y a une rupture, mais il n'y a pas forcément une rupture entre le groupe et Vincent Collet. Il y a une rupture entre le basket de très haut niveau que propose Vincent Collet et la réalité qu'il faudrait afficher pour gagner des matchs. C'est cette impression-là qu'on a tous, hein, complètement. Mais de toute façon, les joueurs sont pas fous. Hein, on le voit un petit peu. Bien sûr qu'ils sont dans l'incompréhension, ils comprennent pas ce qui se passe. Mais vous avez vu le nombre de fois où les joueurs se croisent, se rentrent limite un peu dedans. Ah non, mais ils se parlent pendant le système. Non, toi, tu dois faire écran là. Enfin, il y a une incompréhension. Et comme tu dis, tu peux pas mettre 3 profils défensifs comme ça. Andrew, Bilal, Isaiah. Mais qui va créer du jeu? Qui va marquer des paniers sur les bases arrière? C'est bien beau. Ils ont fait quoi au début sur Koulibaly, Andrew et même un peu Isaiah? Ils flottaient. Tous les défenseurs flottaient. Ils savaient qu'on allait jouer sur le sort. Vu qu'il est assez productif à l'intérieur, forcément ça attrape et après on n'a pas de solution derrière. J'en reviens pas de voir ce que je vois moi. Et puis surtout, c'est pas parce que tu as mis ces profils défensifs qu'on a arrêté d'encaisser des points. On s'est fait laver. Alors il y a quelque chose qui a été flagrant. On est censé avoir aujourd'hui les 2 meilleurs défenseurs poste 5 sur un profil dissuasif du monde. Franchement, on peut le dire. On a le meilleur défenseur NBA 4 fois et on a Wemby qui tourne à 5 comptes par match en NBA. Vous avez vu le nombre de paniers qu'on s'est pris dans la raquette, et je parle pas de contre-attaque parce que ils ont mis des contre-attaques. Je te parle de lay-up parce qu'on mettait des surpressions de fou, que l'aide on arrive en retard et donc c'est le moment où on sait pas si on va au compte ou on va faire la faute ou si on laisse passer le panier. Schroeder et Franz Wagner, donc ils ont fait un match de ouf, il y a pas de souci, c'est le très très haut niveau, mais je sais pas, au bout d'un moment effectivement déjà ne met pas une surpression folle dessus, coaching staff, responsabilité des joueurs, et au niveau du deuxième rideau défensif, non, c'est pas possible en fait. Donc il y a tout ça qui est c'est parti à volo, quoi. C'est parti complètement en couille. C'est terrible. C'est parti en couille. C'est terrible. Disons-le. Et pour revenir aussi sur ce qu'on disait par rapport au coaching staff, Wembanyama, aujourd'hui, son match, ça a été un calvaire. Mais je me mets à sa place. Il a passé sa première mi-temps à aller poser des écrans sur les meneurs de balles, comme si c'était Garford ou je sais pas, on a qui comme pivot dans ce style. Ouais, un rim protecteur, un rim runner qui va poser des écrans et qui doit rouler, et qu'on oublie après. Franchement, c'est. Tu peux pas t'installer dans un match comme ça. Franchement, il fait pas un bon match. Victor, heureusement qu'il met des tirs dans un deuxième truc, mais dans le premier passage, tu l'as dit, où l'équipe de France a été bien. Franchement, on fait 5 premières bonnes minutes consistantes des deux côtés du terrain. On voit, il y a de l'adresse, il y a des passes. La première action du match, c'est peut-être la meilleure action qu'on ait fait de absolument toute la compétition. Tu vois, avec le dunk de Rudy après 4 ou 5 passes autour et tout. C'était intéressant, mais tu le retrouves pas parce que de toute manière, l'expression collective des deux côtés du terrain n'existe pas. Il y a rien, il y a que dalle. Et t'as raison de souligner l'incroyable delta entre Dennis Schroeder et Franz Wagner, leur match,
Et tout ce qui s'est passé dans la première mi-temps. Heureusement qu'il y a Isaiah Cordini, on va en parler vite fait après, à l'Orgueil, qui a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Mais Dennis Schroeder est un joueur hors norme. Franz Wagner, on l'a vu, est un joueur bien supérieur à ceux qu'on a en équipe de France. Ils ont joué avec un relâchement. Ils nous ont détruits. On n'a jamais été en position de. C'est juste de les contrarier. Et ça, moi, ça m'a rendu fou aussi. Dennis Schroeder, je pense qu'on l'a tous vu. C'est le meilleur meneur sur cette compétition et de loin. Voilà, il n'a pas été élu MVP de la Coupe du Monde la dernière fois pour rien. Voilà, il survole les débats, il fait tout, il mène son équipe, c'est lui qui gère le tempo, il défend très fort. Des drives, des pénétrations, des shoots à 3 points. Et à côté de lui, Franz Wagner, qui est aussi un joueur extraordinaire en FIBA, déjà qu'en NBA, c'est un magnifique joueur. Là, il se régale, il a tout en magasin. Et les deux, ils ont une super entente avec, bien sûr, autour tous ces joueurs qui sont parfaitement dans leur rôle, dans les bonnes positions. Voilà, tout est bien huilé. Et on a vu qu'il y avait un monde d'écart entre l'Allemagne et nous. Il y avait clairement assez... Erwan dit tout le temps que c'est pour lui la deuxième meilleure équipe du tournoi. Bon, aujourd'hui, c'est clairement une équipe qui vise une médaille et pas la médaille de bronze qu'on a vu s'exprimer ce soir. Non, clairement, là, si on fait un power ranking avec le Canada qui est pas incroyable, qui est en maîtrise, c'est clairement la deuxième équipe et l'équipe en puissance sur ce tournoi-là, notamment avec ce match-là. Franchement, à domicile, se faire humilier, parce qu'on va pas se mentir, on s'est fait humilier. Aujourd'hui, les joueurs, au troisième quart-temps, ils avaient tous la tête baissée. Sur le banc, les jambes, elles étaient tendues. Il y avait plus rien. Tu sais, le sentiment que quand t'as la tête dans l'eau et que t'arrives à rien faire. Tout à l'heure, on reparlait aussi tu soulignais les éléments par rapport à Vincent Collet, et j'ai l'impression que lui aussi, il a la tête sous l'eau et qu'il essaye de trouver des solutions. Je vais partir sur un autre 5, hop, mais que en fait, les éclairs de lucidité, ils viendront pas maintenant, et que ça sera quand il regardera, dans un mois, quand il regardera un petit peu en arrière, il se dira, ah, j'aurais peut-être dû faire ça, mais il n'y a rien là. Le problème, c'est que le coaching, c'est aussi de l'instant T. Combien t'as vu de soufflantes de Vincent Collet sur ce tournoi? Pas beaucoup. J'ai beaucoup vu Andrew prendre la parole pendant les temps morts. J'ai pas vu Vincent s'énerver, prendre une technique avec les arbitres, j'en sais rien, tu vois. J'ai vu des choses, les Pezic, les Scariolo, tout ça aurait mis des Spanoulis, ça met des soufflantes aux mecs, ça les envoie sur le banc, ça rajoute une petite soufflante. Nous, on voit jamais ça, on voit pas un Vincent. Bon, après, c'est pas dans sa nature, donc lui, il est très sur le côté tactique, tout ça. Mais les gars, ils savent jouer, ils jouent tout ça au niveau. Ils jouent même à un niveau où lui n'a jamais coaché. Mathias Le Sort, il a gagné l'Euroleague, bien sûr. NBA, il y a Bouzélé et j'en passe. Donc lui-même, il a jamais joué à ce niveau, enfin coaché en tout cas à ce niveau. Donc tu vas pas leur apprendre à jouer au basket, motive-les, mets-les juste dans des bonnes situations. C'est ça qu'on te demande au bout d'un moment. Malheureusement, il a jamais fait ça, c'est sûr. Ouais, bon, il a coaché à très haut niveau parce que bon, voilà, on a fait des finales européennes, etc. Mais c'est sûr que, je vois ce que tu veux dire sur ce format-là. Après, comme tu dis, Vincent Collet, c'est plus un tacticien, etc. Mais moi, j'ai des souvenirs, même dans les reportages qu'on voyait de la Fédé sur YouTube, où des fois, il mettait des coups de pression aux joueurs. Ce qu'il a dit même à Eli ou autre, c'est des pics ou autre. Alors, on est d'accord, c'était Eli, c'était un contexte particulier, mais j'ai l'impression qu'avec ce groupe-là, avec la position dans laquelle peut-être il s'est mis vis-à-vis de ce groupe-là, il n'est pas capable, et que là, s'il poussait une gueulante, mais ça ferait même limite bizarre, parce qu'en fait, c'est pas le Vincent Collet qui est avec ce groupe-là. C'est mon sentiment. Clairement, on est mené 24 points. C'est le plus gros écart du match. On est mené 24 points. C'est dans le troisième quart-temps. Ce qui est fou, c'est avec le basket, c'est que franchement, il y a un écart de level extraordinaire, mais qu'il y a un mec à un moment donné qui va à l'Orgueil allumer un tout petit feu. Alors, c'est pas devenu une flamme, clairement, mais c'était un tout petit feu. C'est Isaiah Cordini qui a enchaîné un gros dunk, un tir avec la planche, un énorme dunk. D'ailleurs, c'était un match à spectacle. On a vu des posters dans tous les sens. Parlez-moi un peu d'Isaiah, franchement, il m'a fait kiffer ce soir. C'est un des seuls, là, j'ai envie de me dire, j'ai kiffé son match. Ouais, ça a été le rayon de soleil sur sa deuxième mi-temps. Il a mené l'équipe. On a cru un retour. Le public a commencé à s'enflammer, à se lever. Et vous imaginez qu'on en est rendu à ce que Isaiah Cordinier joue des pick and roll à un moment, monte la balle, il montait la balle. C'est lui qui était à la création, lui qui a un profil défensif de base. Je dis pas qu'il en est pas capable, mais on en est à ok, vas-y Isaiah, joue, crée des situations, va à l'énergie. On l'a vu crier défensivement, mettre des pressions avec Andrew, tout ça. Mais ça c'est un peu des actions de désespoir, j'ai envie de dire. Voilà, les Allemands, ils sont à plus 25, ça se relâche un peu. On connaît le basket. Naturellement, tu te laisses un peu aller, ils en ont profité. Mais bon, à part ce petit passage qui nous a un peu fait du bien, sinon... Dans le petit passage, il a enchaîné les paniers, puis à un moment donné, il est dans un contre 1, il tente ce tir à 3 points après dribble dans un contre 1, et tu dis, c'est toi qui le dis, je crois. On est rendu à ça, quoi. C'est-à-dire, pas no offense. J'en avais envie qu'il fasse ça. Mais moi aussi, on avait tous envie. S'il marque, ça devient fou et tout, mais
Attends, mais on n'a pas de structure de jeu. On a tellement pas de structure de jeu pour que, allez, le gars qui est un peu chaud, allez, vas-y, hop, tu prends tous les ballons, tu joues des pick and roll centrales. C'est même pas des pick and roll, c'était une isolation centrale et tu vas essayer de t'éjouer ton 3 points. Je sais pas, au bout d'un moment, là, c'est criant d'une vérité, d'un manque de tout. Mais voilà, je sais même pas quoi dire en fait. Mais heureusement, c'est le seul truc qu'on peut dire, c'est que heureusement qu'il fait ça, sinon on en prend 30. Hein. Oui, et il y avait clairement 25 points d'écart ce soir. Il y a moyen, parce qu'à un moment, il y a quand même eu 24, c'était et pendant longtemps. Tu sais, quand même, Gershon il met son Tomar et tout, ligne de fond, on est dans un truc, on regarde le chrono, on se dit, allez, peut-être. Les autres, il met 2-3 points, merci, au revoir. Oui, Voigtman, Jacques Bonga, il met 2 tirs énormes à la fin du premier quart, ou à la fin de la mi-temps plutôt, et un énorme à droite, là, dans le deuxième. Terrible, celui-ci nous fait mal, et Voigtman, il prend un tir de 9 mètres à 45, où ils nous remettent la tête sous l'eau, alors que t'as raison, on va pas se mentir, et je pense que toi aussi, devant ton écran, là, tu as eu la même sensation, on s'est dit, peut-être qu'on va revenir, peut-être qu'on va gagner. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Franchement, je vois tous vos commentaires. Vous êtes très énervés, les gars. Vous êtes. Alors, on va se calmer quand même, parce que ça reste que du basket et qu'on a quand même vécu une belle journée olympique. Mais on va quand même continuer à défoncer ce qui vient de se passer. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Dans les commentaires et dans tout ce que je peux voir un petit peu sur Internet, tu sais, il y a quelque chose qui revient souvent un petit peu depuis le début de l'émission, depuis le début des JO. C'est on aurait dû prendre tel joueur à la place de tel joueur et tout. Je sais pas, moi j'ai l'impression que là, aujourd'hui, le mal, il est tellement profond qu'on aurait pu prendre Sylvain Francisco, Nadir Ifi, Eli Okobo, qui tu veux, ça n'aurait rien changé. J'ai l'impression que le mal, il est bien plus profond que ça et que je pense qu'on a un petit peu des réponses ou en tout cas des visions de ce qu'on peut faire, mais là, c'est clairement plus possible. Ouais. Je te rejoins complètement, et quand on avait discuté de la liste, etc., et on disait qu'il fallait qu'Eli soit dedans, je pense que Eli, au vu de ce qu'a fait Nando ce soir, il peut plus jouer Nando à ce niveau-là, il peut pas défendre, il peut pas avoir d'impact. Bien sûr que Eli aurait dû être dans les 12, ça y a pas de doute. Mais t'as raison, le problème il est structurel, c'est-à-dire que on attend que Victor mette 25 points, mais en jouant comme ça, il y a personne qui peut mettre 25 points. On attend que Eli joue son jeu, mais en fait, Vincent Collet, il a jamais joué son jeu. En fait, on est toujours dans une impasse, dans ce qu'on espère, parce qu'on a eu des médailles et qu'on espère toujours construire quelque chose de mieux en mieux en fait dans le jeu, parce qu'on a la défense, on a la taille, on a le physique, mais on a absolument pas le jeu, et on n'a jamais réussi à construire ça. C'est une suite logique en fait des dernières campagnes, et on n'a pas arrêté de le dire. Là, c'est juste on s'est mis devant un miroir, on a regardé véritablement qui on était. Ça passe contre le Japon, ça passe contre le Brésil, contre une forte équipe qui vise une médaille, et on se prend 25 points. Ouais, c'est la réalité de notre équipe. Ouais, ça fait peur honnêtement, parce qu'apparemment on a de grandes chances. Enfin, je sais pas si c'est officiel. Normalement c'est Canada si les States gagnent. Si les États-Unis battent le Porto Rico demain, voilà. Donc ça sera Canada. Et j'ai peur quand on voit les lignes arrière défensives. Bon, je pense qu'on aura le temps d'y revenir quand on fera un débrief. Mais aujourd'hui, voilà, très très déçu. Voilà, j'attendais beaucoup de ce match, beaucoup plus que ça en tout cas. J'attendais une réaction un peu. Quand je les ai vus courir d'entrée, je me suis dit, ça y est, on est rentré dans la compétition. Et Evan, je trouve qu'il est bien au début. Il part 10 minutes sur le banc, quoi. On n'a pas le luxe, en fait, quand Evan démarre comme ça. Alors, il n'est pas parfait, hein, mais il tente des choses, il peut nous apporter des solutions. Le mettre 10 minutes sur le banc, quand même, c'est cruel. J'aimerais bien savoir ce qu'il a dans la tête, Vincent. C'est bien que tu parles de ça. Je vous donne les stats d'Evan. Evan, ce soir, donc, il joue 16 minutes. Il marque 10 points. Rajoutez à ça, allez, je vous donne moins 11 de plus-minus, 8 d'éval. Franchement, il fait une bonne entame de match. Mais disons-le, Erwan, il l'a dit il y a quelques jours. On a déjà parlé tous ensemble. C'est bon, on a compris que c'était fini. Il y a une rupture totale entre Evan et Vincent. Vincent ne kiffe plus Evan. Il a adoré quand il était notre leader. Il n'avait pas le choix. Il avait pas le choix. En tout cas, c'est pas pareil. T'as raison, mais il l'a mis parce qu'on sait que ça a jamais été l'amour fou. Ça c'est vrai. Je rappelle qu'il n'a pas pris à Rio. Voilà. C'était incroyable. Il avait pas le choix avec Nando. C'était les deux seuls qui pouvaient nous porter là. Mais il l'aura fait. Bon, il avait pas le choix, mais t'as raison. Tu le vois comme tu veux, mais bon, c'était eux qui avaient les clés de l'équipe et ça a plutôt bien marché. Là, il a pas envie de le faire jouer. Il croit plus en lui. Là, pourquoi il revient pas à la place de Nando fin du premier quart-temps? Pourquoi c'est pas Evan qui revient début du deuxième quand on met pas un panier? Franchement, on est là à se poser des questions, mais en fait la réponse on l'a dans tout ça. Il lui fait plus confiance. Je pense qu'il lui fait plus confiance et je pense qu'il est borné sur ce truc de défense. Pour le coup, qui ne se traduit pas avec la moyenne de points qu'on se prend par quart-temps et que effectivement il doit penser qu'il cristallise un peu trop en attaque et que défensivement il n'est pas capable de faire le taf. Sauf que nous on a un petit peu tous cette impression là, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Evan, aujourd'hui c'est un des seuls qui est capable de pouvoir apporter un peu d'alternance et de création sur le poste extérieur. Donc voilà. Ok,
Très bien. Bon, on est plutôt d'accord sur Evan. Rien à rajouter. Moi, clairement. Pour moi, je suis triste parce que si tu le prends, bah, fais-le jouer, quoi. C'est toujours pareil. Ou alors, bah, va jusqu'au bout de ton truc. Hein, et le prends pas. Hein. Fâche-toi avec Evan à vie et ne le prends pas pour les JO de Paris. Mais au moins, là, tu le remets dans le 5 et tout. Le gars, il est plutôt bien. Enfin, je suis fou. Il a fait un bon début de match. Non, ça a été bien. Mais d'accord. Je suis pas fou. Même sur ces minutes au global. Alors de temps en temps, il y a un petit peu d'excès, un petit peu de déchets parce que bah voilà, il y a tout ce manque de rythme et tout. Mais au moins, c'est lui qui est à l'initiative d'action. Moi, franchement, j'aime bien. Je préfère ça que les balles où on est en fer à cheval, on tourne à 5, on arrive à trouver nos postes 5 à 4 mètres du panier, on n'arrive à rien faire après. Bah, ça reste un des seuls dangers presque sur les postes arrière. C'est un mec que tu peux faire sortir des écrans, que tu peux sur un pick de piqueur avec un pick and roll, il peut trouver des solutions. En plus, c'est quelqu'un qui a des couilles, on peut le dire. Hein. Il va prendre des gros shoots, il va prendre ses responsabilités. Alors là, il est obligé d'en faire un peu plus parce qu'il sait qu'il n'y a pas forcément de création. Nando joue plus, donc. Bah oui, il tente plus forcément, et quand tu tentes plus, bah, t'as un peu plus de déchets. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de voir de sa part. Il le fait, mais même quand ça marche, bah, il va sur le banc. Il y a un truc qui est fou encore dans ce match-là, c'est que tout le monde a joué. Alors je vois, seuls 2 joueurs ont joué plus de 20 minutes. C'est Nico Batum qui a joué 29 minutes, qui redémarre pas à la deuxième mi-temps dans le 5. On a compris que Vincent avait un 5 de début de match et un 5 de deuxième mi-temps, ou pourquoi pas. Et Victor qui a joué 28 minutes. Sinon, tous les autres, ils sont, tu vois, là je vois Andrew 17, Gershon 18, Isaiah 17, Evan 16, Mathias 15, Rudy Gobert 18, Mathieu 13, Bilal 12. Pendant le match, à un moment, on se regarde, on se dit... Steve Kerr a dit on peut pas jouer à 12 dans le basket, là où il a raison, et disons-le, quand un match compte, quels que soient les niveaux, personne joue à 12, personne joue à 11, personne joue à 12, personne joue à 9, les gars on joue à 8, on est resserré là, 8-9, le 9ème il joue 5-10 minutes, là on est là, on ouvre le banc, mais c'est aussi ça l'incompréhension de Vincent Collet. Il a joué ce match là comme si c'était un match qui comptait pas trop, pour encore continuer à progresser. Mais je pense qu'il est perdu, il sait pas, il sait pas quoi faire, il sait pas qui mettre. Je sais pas ce que lui disent ses assistants. Quand je vois, moi, qui repart avec Bilal, on l'adore. C'est l'avenir aussi de l'équipe de France. Mais je pense qu'il est un peu trop tendre à l'heure actuelle, un peu trop jeune peut-être. On sait que c'est un super défenseur, mais à ce niveau-là, il faut être malin, il faut mettre des petits coups, il faut jouer un peu avec l'attaquant, il faut être rusé. Et pour l'instant, il n'en est pas encore là, je pense, dans sa carrière. Alors, je dis pas qu'il faut pas qu'il joue. Mais le mettre comme ça, je crois que c'est le match contre le Japon, il le met quoi, 10 minutes d'affilée ou Ouais, c'est ça. 11 minutes de suite dans la deuxième mi-temps. Voilà, donc je sais pas trop, je pense vraiment qu'il est perdu. Vraiment, quand je vous dis, j'aimerais être au débrief vidéo, au débrief d'après-match, aux entraînements, savoir ce qu'il leur dit, même en individuel, c'est assez choquant. Attends, il y a Nico Batum qui a parlé là, sur RMC, apparemment dans l'intégrale Paris 2024 d'RMC, il a dit donc le dépit, la colère de Nico Batum après la défaite. Il y aura beaucoup de négatifs à retirer. La première période, c'est quand on a une équipe qui ne veut pas écouter les consignes, qui ne veut pas jouer dur. J'ai poussé une gueulante à la pause. Ça, c'est une sacrée déclat à chaud. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur ? C'est marrant parce que je suis parti regarder je regardais le match pas avec vous sur la première mi-temps et on s'est dit ça aussi. Est-ce que Nicolas Batum va pousser une gueulante à la Tony Parker en 2013 ? Je disais, je sais pas si c'est tellement dans son caractère. Mais c'est pas le même niveau aussi de compétition, c'est une demi et tout, enfin tu vois. Oui, bien sûr, mais la situation elle est cata, bref. Oui, ok. Je m'en mêle les pinceaux, je parlais de Nico Batum, de Batum. Ce que vous en pensiez. Après, effectivement, c'est un gars qui est tellement discipliné. S'il voit que ça répond pas sur le terrain à ce qui est dit par le coaching staff, je peux comprendre que ça le frustre. Sauf que j'ai pas vu d'énormes changements en deuxième mi-temps. Donc, mais moi, quand j'entends ça, j'en ai entendu des coachs dans ma carrière quand ça marchait pas, dire ouais, mais les joueurs ils écoutent pas, c'est ton rôle, mec, en fait. T'es là pour faire respecter justement les consignes et les faire appliquer. Donc, comment ça se fait que les mecs, ils t'écoutent pas et ils appliquent pas les systèmes ? Ça veut dire quoi ? Ils te respectent pas, ils ont pas envie de gagner, ils sont pas là pour les bonnes raisons. Moi, je comprends pas. Dire ça, c'est assez choquant, en fait. Je vois pas comment ces joueurs-là ne pourraient pas respecter les consignes. Ils jouent tous dans des grands clubs, ça se passe très bien. Et là, quand ils arrivent en équipe de France, tout d'un coup, ils écouteraient plus rien. Ça n'a pas de sens. Non, t'as raison. C'est un aveu de faiblesse pour le coach et pour le coaching staff. Là, clairement, on donne des consignes, elles sont pas exécutées. On est obligé faut que ça soit le joueur des coups de pression. Qui mette un coup de pression pour le dire. Ouais. Je pense aussi que quand vous êtes entraîneur, et surtout à ce niveau-là, si quelqu'un ne respecte pas une consigne, il s'assoit sur le banc et t'inquiète pas que le match d'après, il va respecter la consigne. Et tu lui mets une soufflante et voilà, et il joue plus. Et puis c'est comme ça, à l'entraînement, tu la rajoutes, tu fais vidéo avec lui, tu lui dis regarde là, je t'avais demandé ça, t'as fait ça.
voilà, la prochaine fois que tu fais ça, ben écoute, moi tu joues pas, tu rentres pas dans les plans. Au bout d'un moment, il faut se faire respecter, quoi. On a commencé à parler de Victor Wembanyama. Parlons-en un petit peu, on va regarder ses stats ensemble. Victor, je le disais tout à l'heure, hein, il a 28 minutes dans ce match, il marque 14 points, 12 rebonds, à 5 sur 11 au tir, un bloc, il a moins 8 de plus-minus, il a 21 d'éval. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Victor ? Alors là, quand tu sors les stats de manière brute, je trouve que c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que sur la deuxième mi-temps, en tout cas, les points et l'adresse globale montent, notamment avec les 2-3 points dans le quatrième quart-temps. Après, moi, je trouve que son match, ça a été un trou, j'ai pas peur de le dire, mais je trouve, là pour le coup c'est pas que de sa faute, pas de son envie haute, c'est son utilisation. Franchement, je le disais tout à l'heure, si t'es rendu à aller faire des pick and roll sur les porteurs de balles, après plus revoir le ballon, à être obligé d'avoir les balles quand c'est de l'isolation à 4 mètres du panier, les Allemands ils sont durs, ils sont physiques, Erwan il a suffisamment répété, ils te laisseront pas aller dans la raquette. En fait, si on sait pas utiliser un mec comme ça à ce plus haut niveau, c'est qu'il y a un énorme problème. Après, je sais pas ce que lui revendique, je sais pas comment il se place dans le groupe, j'ai pas ces infos-là, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un énorme problème sur ce début de tournoi avec l'utilisation de Victor. Après, concernant Victor, et c'est valable pour tous les joueurs, hein, le gros problème de l'équipe de France, c'est qu'on n'a pas de créateur de haut niveau. Il nous manque vraiment un créateur. Même c'est possible d'en avoir un sur le poste 2 aussi qui est capable de, avec sa vitesse de pénétrer et de fixer toute la défense. Mais aujourd'hui, Victor, parfois même, je le trouve trop collectif. Sur les post-up qu'il a, il est tout le temps en train de chercher la petite passe et tout. J'aimerais qu'il joue plus pour lui, qu'il essaye de se rapprocher du cercle et d'imposer son physique. Alors, il trouve des bonnes situations. Parfois, on l'a vu sur des renversements de Nico. À chaque fois qu'il est sur le post-up, il y a les petits qui coupent pour faire un main à main, ligne de fond. Mais bon, ça a ses limites. Moi, j'ai envie de... Il doit s'imposer, quitte à aller au post-up, pousser les mecs et dire viens. Des fois, c'est simple. Hein. Le gars, il monte la balle. Toi, tu vas poster. Le mec, il vient à 45. Tu lui passes la balle. Tu joues. Quoi. Après, il y en a peu, hein, mais on en a des situations comme ça. On avait eu contre le Japon et Hawkinson, il l'avait sorti de son truc, il l'avait contré. Là, il y a des situations, il est à poste bas. En fait, on se rend compte que tous ces ballons-là, en fait, il y a très peu de ballons qui donnent quelque chose de positif. Il n'arrive pas à faire la différence. Alors que sur le premier match contre le Brésil, il a fait la différence sur du post-up et on s'est tous enflammés dans le deuxième quart-temps, c'est un truc de ouf. Là, il fait pas de différence. Je vois une passe transversale pour Nico Batum, il provoque pas de faute. Lui aussi, il a l'air d'hésiter, de balbutier ses choix, d'hésiter, fade away, non, j'y vais. Il fait pas des petits hooks, il est loin du ballon il est loin du panier quand il reçoit la balle. Moi, je suis d'accord avec vous, son utilisation, elle est pas bonne de toute manière. Faut qu'il joue 5 avec un 4 à côté de lui et basta, ça y a aucun doute. Bon, maintenant, une fois qu'il est sur le terrain, on te donne la balle et vas-y, Vic, vas-y, tente quelque chose. En fait, ce que tu veux, fais une magie, quoi. Ouais, on est tombé là-dedans, sauf qu'il faut qu'il puisse avoir. Enfin, je sais pas, là, ce que je dis, tu prends le plus petit niveau départ, en pro, à tous les niveaux que tu veux. T'as beau avoir un joueur qui est fort et qui est dominant au poste bas, si t'apportes pas de mouvement, si t'es pas capable de faire en sorte que les défenseurs à l'opposé soient mobilisés aller sur des anticipations d'aide ou autre, mais en fait ton grand, même si c'est Karim Abdul-Jabbar, il va pas pouvoir jouer. Après peut-être qu'on l'a vu un peu trop beau aussi, hein, tous, on va pas se voiler la face, on en parlait tous, moi le premier, hein, avant le tournoi, je me suis dit avec Wemby, il va dominer, il va tout écraser. Le fantasme. On va lui donner la balle, ça va être incroyable et tout. Aujourd'hui, après, il a que 20 ans, il va tellement vite dans sa carrière, il nous a montré tellement de choses déjà cette année avec les Spurs qu'on s'est dit que cette Coupe du Monde, il avait tout écrasé. Mais là, en face, tu as des papas qui jouent à ce niveau-là depuis 10-15 ans, qui ont de l'expérience. Et puis, on voit dès qu'il commence à dribbler, boum, il y a l'aide qui commence à venir. On sait qu'il est un peu gourmand, qu'il aime bien dribbler. Et pour l'instant, peut-être qu'il n'est pas encore au niveau... top clairement ce qu'il nous a montré, c'est pas encore un top intérieur FIBA, en tout cas sur cette Coupe du Monde. Il est pas assez dominant. Je pensais qu'il allait être plus dominant que ça. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. On a été impatient sur son utilisation en NBA, où il a fallu attendre peut-être la moitié de saison, ou en tout cas une trentaine de matchs pour qu'on apprenne à mieux l'utiliser. Là, on est sur une compétition internationale, on est au bout de 3 matchs et effectivement, on n'est peut-être pas capable de pouvoir tout trouver pour lui. On a parlé de Victor, on a parlé d'Evan, on a parlé d'Isaiah, on a parlé aussi vite fait des meneurs, on pourra en discuter si vous voulez, mais bien sûr il faut qu'on parle de Rudy Gobert parce que son nom revient toujours de toute manière dans ces moments-là. Je tiens à dire que son premier passage, il est de très haut niveau. On est d'accord, il fait un premier passage de très haut niveau défensivement, il prend des rebonds. Oui, il y a le Tomar de Franz Wagner dans la première mi-temps exceptionnel, mais il n'empêche que moi j'ai vu le Rudy que j'ai envie de voir. Le problème c'est que le premier passage c'est quoi, 6-7 minutes ? Pas plus, quoi. Je crois qu'il sort après Wembanyama. Ouais, c'est 7-8 minutes d'entrée. Ouais, c'est lui qui joue peut-être le plus longtemps et puisqu'il est bien. Il joue finalement que 18 minutes pour 4 points et un rebond. Victor sort un rebond. Un rebond. Victor sort avant lui. Un rebond, une faute, 3 balles perdues.
Attends, ouais, c'est ça. 3 balles perdues, une faute, 0 passe D, 4 contre. Ben, après, il a été excellent, du coup, sur les 7-8 premières minutes. On l'a vu, des contres, des dunks, des bonnes défenses, même s'il prend Stomar sur la tête. Voilà, c'est le jeu. Ah non, mais c'est pas lui en plus, c'est Wemby qui prend en contre-attaque. Mais Wemby, il prend le contre-attaque. Ah oui, c'est Mathias Le Sort qui prend l'énorme poster de l'autre. Okay. Et après, j'ai l'impression, parfois, Rudy, il se met dans la difficulté tout seul. Il a la balle à 3 points. Bon, il se passe pas grand-chose, certes, il est pas aidé. Et il décide de partir en drive des 3 points, comme si c'est ce qu'on avait envie de voir, comme si à un moment il se dit je peux le faire, peut-être même crosser mon mec. Et déjà qu'en NBA, il le fait pas alors qu'il y a plus d'espace. Là, en FIBA, c'est tout resserré. Et à chaque fois qu'il part dans ces drives-là, il perd la balle, il tombe à moitié et il se met dans la difficulté tout seul. Moi, Rudy, j'ai envie de le voir près du cercle. On l'a trouvé à un moment sur l'action, là, dans la raquette. Il a fait 2 dribbles, coup d'épaule, il a dunké. Moi, c'est là que j'ai envie de le voir. Là, et sur des alley-oops, je sais pas pourquoi il se complique la tâche à tenter ses drives. Je pense que ça part d'une bonne intention. Il se dit, je veux aider l'équipe, je vais trouver une solution. Mais non, je pense qu'il se tire une balle dans le pied tout seul. C'est sûr que l'action où Nando lui passe la balle, où il y a 24, c'est clairement pas un cas de Nando, il est terrible sur cette action et qui part comme ça, va en guerre, qui fait une énorme faute offensive, que c'est n'importe quoi. Ça lui rend... En fait, il se rend pas service parce que tout le monde le voit et on est tous restés bloqués là-dessus en disant wow, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? T'as raison, il y a une bonne action à l'attaque, là, il met son dunk, tout le reste. Mais de toute façon, tous nos systèmes, ils sont nuls. Je le dis. Il n'y a rien pour l'aider. Il y a rien pour l'aider. Nos systèmes, ils sont nuls. Gros, il est là, il a la balle, il est à 3 points, il doit faire un end-off. Le gars, ils ont compris 1 fois, 2 fois, ils prennent dans les mains, ils sont en galère. Personne ne sait se démarquer. Et à Rudy qui a la balle à 3 points, on peut rien faire avec ça. Nos systèmes, ils sont nuls. Maintenant, et l'impression visuelle, elle est terrible parce que tu le vois que il est en train de tomber, il prend 3 secondes pour tomber parce que c'est un énorme gabarit. Puis après les autres ils partent en 5 contre 4 et honnêtement, pareil, c'est un calvaire pour lui, ce championnat et c'est un petit peu dans la suite de ce qui s'est passé l'année dernière, donc ça confirme, j'ai envie de dire. Je pense que son utilisation sur ce tournoi, elle est compliquée et qu'en attaque, il n'arrivera pas à se régaler ou en tout cas à être hyper efficace tant que sur les postes extérieurs, on n'arrivera pas à être suffisamment bon. Je ne vais pas dire pour le masquer parce que c'est pas ça, mais au moins pour le mettre en valeur sur des alley-oops. Avant, il avait Nando et Thomas. T'avais Nando et puis en NBA, il a eu Gordon Hayward. Après, il a eu Donovan Mitchell. Là, il a Anthony Edwards. De toute façon, c'est ça le grand problème de notre équipe. Comment on a Rudy Gobert et Victor Wembanyama, il n'y a pas un alley-oop par match. Et Mathias Le Sort. On met du tournoi, je vois un alley-oop et même prépa avec la prépa. Non, c'était contre le Brésil. Il y en a eu un aujourd'hui. Andrew. C'est quoi le alley-oop ? Mais sur un passe-passe avec Wembanyama. C'est pas. Tu parles sur pick and roll, toi ? Oui, merci. Pardon. Je pensais pas à ce type de alley-oop avec un triangle. Classique. Frérot, un gars il est là, tu prends un pick, tu le prends, tu lances, tac, voilà. On n'a jamais ça, mais en gros, ça fait 3 ans qu'on n'a pas ça. On n'a jamais un alley-oop. Comme on a Rudy Gobert, parce que franchement, c'est. Bon, de toute façon, on va pas. On les connaît, on les connaît, des fois, notre équipe, c'est dingue. Je sais pas si vous avez remarqué le nombre d'actions où on fait. On annonce un système. Tac, il y a des coupes, c'est bien beau, écran dans le dos. Le mec, il remonte, et à la fin des 24. On arrive vers les 18 secondes, et on se retrouve, en fait, à faire un pick and roll arrêté, tête de raquette. Ça sert à quoi de faire un système ? Dans ce cas-là, part tout de suite sur un pick and roll arrêté, tête de raquette. Si c'est pour tourner comme ça dans le rond et ne trouver aucune solution, vraiment, après, c'est... Il faut louer aussi l'extrême agressivité des Allemands, et je pense qu'il faut aussi qu'on leur rende hommage, même si on l'a déjà fait. Oui, mais ça, contre les Japonais aussi, et contre les Brésiliens aussi. Mais le truc, c'est qu'on l'a eu contre les équipes qui étaient peut-être un peu moins bonnes. Donc voilà, en tout cas, j'ai l'impression aussi que, pour revenir sur ce que vous disiez, les autres équipes ont archi compris ce qu'il fallait faire pour sortir nos intérieurs de leur match, leur casser la gueule, leur donner des coups, être physique, et on n'arrive pas à répondre. Bon. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. C'est une dure soirée. Hein. C'est qu'un match de poule. Bon, on finit deuxième de cette poule B. On a un quart de finale parce que l'objectif c'était d'aller en quart de finale avec le meilleur tirage possible. Bon, on va jouer donc mardi. On ne sait pas encore les horaires, mais a priori, ce sera donc contre le Canada si les États-Unis gagnent demain contre le Sud-Soudan. On va affronter les Canadiens pour la revanche. Pour la revanche l'année dernière. Ouais, à Jakarta. Il faut appeler Makan Diomassi pour défendre sur Steve Nash. Pour défendre contre Shai. Ouais, on rappelle que Makan au JO 2000 avait complètement éteint Steve Nash. Il pouvait même pas monter la balle, le mec. Steve Nash, hein. Steve Nash, double MVP ensuite, qui était déjà excellent en 2000 avec son équipe du Canada. Bon, je vais pas vous faire l'offense de vous demander si on a une chance, mais vous aussi, je veux quand même vous le demander. Et vous aussi, dans le chat, vous me dites, est-ce qu'on a une chance de gagner ? Tu fais un sondage Tu veux que je fasse un petit sondage ? T'as raison, fais un sondage. Allez, je fais un sondage. Est-ce qu'on a la moindre chance contre cette équipe du Canada ?
de passer en demi-finale. Allez, je vous le mets tout de suite. Parce moi, je suis un gars optimiste. Les gens, ils doivent m'insulter. Moi, je suis un gars optimiste. L'équipe de France m'a déçu. Mais sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer après la côte. Franchement, sur un match, il peut tout se passer. Mais là, honnêtement, dans le trou dans lequel on est, ça m'étonnerait vraiment. Et je vois plus un -20. En plus, ils vont se régaler de faire ça contre nous. Détruire, gros. Ils vont se régaler. Ça va être compliqué, mais allez, une chance sur 10. Non, moi, je suis comme toi. On les kiffe en plus, les on gars. Les kiffe, franchement, avant qu'on démarre l'antenne, on s'est tous regardés. On s'est dit... Putain, il va falloir encore qu'on dise des trucs pas très sympas, qu'on analyse le jeu, mais là... Et pourtant, moi, j'y croyais un petit peu. J'avais ce truc, avant le match, je me disais, allez, pourquoi pas, c'est l'Allemagne, c'est les champions du monde, ça va les booster, ils vont leur rentrer dedans, tu vois, là, on va enfin voir la vraie équipe. Et puis non, ça a duré 7-8 minutes, donc contre le Canada, compliqué. Alors, sachez, j'ai 3 trucs à vous dire. La première, c'est qu'on est plus de 7000 sur YouTube et sur Twitch. Donc, merci vraiment à tous de nous suivre. De toute manière, Polo a dit, si vous voulez qu'on fasse de l'audience chez First Team, il faut que l'équipe de France perde. Et sale. Bon, bah, Polo avait raison, parce que c'est sûrement notre meilleur score de la saison. Donc, merci à tous d'être là. La deuxième chose, c'est qu'on vous a mis un sondage. Du coup, est-ce qu'on a une chance de gagner contre le Canada? Vous mettez jamais, vous répondez jamais, ou oui, j'y crois. Voilà. Et puis, la troisième chose, c'est qu'après la prise de parole sur j'y crois parce que je suis optimiste d'Arthur, quelqu'un a dit, Arthur, arrête la weed. Voilà okay. Les 3 informations de cette fin de débrief. Tu me poses des questions sur mon utilisation de... Ah non, ça je n'ai aucun doute sur le fait que tu ne fumes pas. En revanche, ton optimisme t'honore. Et je suis de nature très optimiste, mais là je crois quand même qu'on va prendre une roustasse, mon pote. Ouais, mais moi je pense qu'on va prendre une roustasse, mais je sais qu'au début du match, je serai là, allez les Bleus. Ça se trouve, il y a un moyen. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je suis peut-être pas objectif. Tout est possible, c'est vrai, dans le football, bien sûr. Non, mais après, dans le... Voilà. Oui, c'est comme Porto Rico, ils peuvent être champions du monde. Voilà. Champion du monde dans quel... Parce que là, c'est les JO, là. Gagner les JO. Non, franchement... Toi, t'en penses quoi alors, vous savez qu'avant le match, plus le match se rapprochait, plus j'avais l'impression que l'équipe de France allait gagner. Ok. Je vous l'ai dit. Bon flair, hein. Attends, 4 minutes de temps de jeu, je fais ok, on est bien rentré dans le match, on se l'est dit combien de fois, on est bien rentré dans le match. Ouais. Et puis là, et en fait, tous les mots qu'on avait soulignés, qu'on souligne depuis tant d'années, se sont révélés encore plus au grand jour. Comme à chaque fois qu'on joue contre une bonne équipe, que ce soit en basket ou en foot, on va toujours battre les équipes un peu moins fortes. Par contre, dès qu'on joue contre une équipe plus forte, on est incapable de gagner. C'est la réalité de des grands sports en ce moment, que sont le basket et le football, puisque Collet et Deschamps sont a priori la même personne. Et ça fait plaisir quand même. On les a déjà vus ensemble ou pas? De dos. Sauf qu'en quart de finale, on se tape le Canada. On n'a pas... C'est ce que je te dis. C'est que soit tu as l'avantage du tirage, mais à Berlin, on a eu l'avantage du tirage. C'est vrai. Coup de chat, Italie-Turquie, enfin Turquie-Italie, coup de chat. La Slovénie qui se fait taper par la Pologne, on sait toujours pas comment. Et on gagne de 40 points à demi-finale. On joue qu'une seule bonne équipe. C'était face à l'Espagne en finale. Bon, on voit pas le jour. C'est la réalité de l'équipe de France, de nos équipes de France. Ça se tient ce que tu dis. Et alors, je vous pose une dernière question avant d'enchaîner. On va parler des autres trucs. Il est déjà 23h37 et j'ai autre chose à faire. J'ai envie de sortir après. Est-ce que vous avez la sensation, je vais coupler avec un commentaire que j'ai vu, toutes les équipes de France dans ces JO, la plupart des équipes de France ont la sensation qu'elles se surpassent, qu'elles ont une âme, que c'est JO à Paris, alors que cette équipe de France de basket, on n'a pas cette sensation-là. Est-ce que déjà vous avez ce type de sensation, alors qu'à Lille, Erwan et Steph nous l'ont dit, l'ambiance était extraordinaire aujourd'hui? J'ai aucun doute. Après, j'ai du mal à faire la comparaison, tant tu as beaucoup d'autres sports qui sont peut-être un petit peu plus niche sans manquer de respect. En tout cas, les sports sur lesquels les athlètes français se surpassent, j'ai du mal à faire la comparaison. Je pense pas que le fait que ça soit à domicile change grand-chose par rapport à tout ça, tant les gars ont l'habitude d'avoir ces pressions-là. C'est peut-être impressionnant sur un premier quart-temps, comme je disais la dernière fois. Après, j'ai pas l'impression que si le championnat avait été en Allemagne, ça aurait changé grand-chose. Non, on est un sport, on a l'habitude de jouer dans des grandes salles. Voilà, c'est sûr que le ping-pong, le BMX, on s'est régalé. Enfin, ils ont pas, c'est pas dans leurs habitudes de jouer devant des foules comme ça. Même on le voit avec le 3-3, ils jouent devant quoi, 6000 personnes, un truc comme ça. Alors que toute l'année, quand les commandes, voilà, il y a 1000, 2000. En général, ils sont avec les I2, hein, ils sont, donc, sont les centres commerciaux dans le monde entier. Non, donc ça, je pense pas. Okay. Tellement les centres commerciaux. C'est vrai. Mais non, le 3-3 a été créé dans les centres commerciaux. Tu vas en Chine, mais c'est pas une blague, c'est vrai. Sur des places de ville.
Mais attends, c'est toi expert du. Je t'ai dit, frère, t'as encore du travail pour me dépasser dans le 3-3. J'ai reçu la médaille, la Légion d'honneur du 3-3 il y a quelques années. On va en parler dans quelques instants. Ça va très bien aussi dans le 3-3. On a tout perdu aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est la pire journée du basket français. Heureusement qu'il y a les filles en qui on croit à fond. Et l'autre question que je vais vous poser, et on aura le temps de en discuter, surtout si on sort, mais je vous la pose quand même. Parce que si on sort de, pardon. Si on sort, si on se fait sortir par le Canada. Est-ce que, allez, vraiment répondez de manière concise et vous dites dans le chat, est-ce qu'on a surcoté cette équipe de France? Est-ce qu'elle est surcotée? Oui, je pense un petit peu. Bah oui, clairement. On s'est vu un peu trop beau, je pense, voilà. Pour pas mal de raisons, les joueurs NBA, Wemby et d'autres encore. Et clairement, je pense qu'on s'est un peu tous vautrés, hein, clairement. Ouais, Erwan vautré. Ouais, non, clairement, oui. Bah, aujourd'hui, c'est sûr que l'équipe de France est surcotée. Je pense pas qu'au début de la prépa, on aurait pensé que ça aurait été aussi compliqué, ou en tout cas que les lacunes qu'on a pu voir sur le premier match, elles auraient autant duré dans le tournoi. Franchement, c'est une méga surprise de ce côté-là. Ok, très bien. Réponse du sondage. Sur YouTube, vous étiez 1600 à voter. Est-ce qu'on a une chance de gagner contre le Canada? 80%, jamais. Sur Twitch, est-ce qu'on a une chance de gagner contre le Canada? 60%, jamais. Sur 3000 personnes qui ont... 3000, ça me paraît énorme. Ils sont plus gentils sur Twitch, j'ai l'impression que sur... Il y a toujours la guerre, la guerre YouTube, Twitch. Et mon gars, hier, vous m'avez régalé. Bref, pour clôturer tout ça, eh bien, on se donnera rendez-vous, bien sûr. On fera la grosse preview des quarts de finale. Ce sera mardi matin à 10h sur la Wuna TV avec Clutch. Il y aura Rémi, il y aura Erwan, il y aura Thomas, il y aura Paul, etc. Et on va pouvoir discuter de ce France-Canada. Je pense quand même que demain, on en discutera un petit peu. Il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui. Je voulais qu'on en parle, mais en fait, il est 23h40 et que j'ai pas envie de parler d'autres trucs que le basket français. Je suis tellement triste. On pourrait parler de la Grèce, on en parlera demain s'il passe. On pouvait parler aussi du dernier match de Rudy, quand même. Ça, on va en parler. Rudy Fernandez a disputé son dernier match ici, de basket de toute sa carrière, puisque vous le savez, l'Espagne a perdu aujourd'hui. Un petit mot sur notre plus grand rival, sur l'un des mecs qu'on a aimé détester, mais quel genre de basket exceptionnel. Franchement, moi, j'ai été un petit peu comme énormément de Français. La haine contre lui, visage insupportable, coup de pute, un petit peu la représentation du sportif espagnol qu'on a eu l'habitude de détester. Mais franchement, avec ces dernières années, ce qu'il a fait avec l'équipe d'Espagne sur le dernier Euro, avec le Real Madrid, aujourd'hui maintenant c'est respect. Et quel champion, quelle carrière. Franchement, félicitations à lui. Il nous a fait du mal, mais on est obligé de saluer son palmarès. J'ai vu passer son palmarès, j'avais pas tout. Franchement, c'est rarissime d'avoir un palmarès aussi en club et en sélection nationale. En club et en sélection. Il a tout arraché pendant j'allais dire légende du basket espagnol. Non, légende du basket tout court mondial. Alors là, il est passé par la NBA et on connaît sa carrière. Il nous a privé de beaucoup de médailles. Hein. Je vais pas l'insulter en direct, mais voilà, comme on dit, on a adoré le détester, tous ses combats contre l'équipe d'Espagne et puis sa carrière aussi au Real Madrid. Il a remporté 3 Euroleague et voilà, c'est une légende tout simplement du basket. Il nous a fait vibrer pendant... Il a joué quoi, 24 ans je crois. En fait, il a démarré à 16 ans à comment ça s'appelle à Badalone. Voilà, moi je me rappelle une fois au tout début quand j'ai parce que moi, il devait faire le championnat d'Europe U20 à l'époque quand j'ai fait en Russie là avec l'équipe de France, mais il n'avait pas pu venir, il se préparait pour la NBA. Donc je suivais un peu déjà quand il était super jeune et je me rappelle, il avait fait un match d'Eurocup en 13 minutes à genre 17 ans, il avait fait genre 28 dévals, un truc comme ça. C'était déjà un phénomène super jeune et il a fait une énorme carrière. Et puis surtout, il est caractéristique des gars qui ont su se réinventer un petit peu. Au début, c'était un gars qui était hyper dans l'explosivité, dans les interceptions, très fort sur les alley-oops et tout. Et au fur et à mesure, il a gardé ses qualités physiques parce que ça reste quand même un athlète, mais de la justesse dans le jeu, gros QI basket, être capable de pouvoir mettre des filoches et bien se placer. Donc voilà, et 6 Olympiades, j'ai vu ça. Ça, c'est incroyable. Disons-le, il mérite son docu Netflix. Hein, on le suivra à fond. Hein. C'est clair, t'as raison. Joueur exceptionnel, vous l'avez dit, puis on se souviendra tous de ce dunk sur Dwight Howard en finale des Jeux en 2008. Un dunk exceptionnel encore aujourd'hui, je me demande. À l'époque, comment il a fait? Mais il met un tomard de l'espace. Aujourd'hui, on a vu 14 tomards dans le match, j'ai l'impression que c'est normal, mais de voir des posters sur Dwight Howard, c'était quand même un très grand moment de la carrière de Rudy Fernandez, tu l'as dit, un modèle de longévité et de réinvention. Lui et Sergio Llull, de toute manière, les gars, ils sont encore en équipe d'Espagne, ils gagnent des titres, ils sont dans les runs ils sont dans les bons runs, dans les bons moments de la sélection espagnole. En même temps, c'est rare qu'ils aient des mauvais moments. Ça fait 2 compètes qui sont sortir très tôt. Ça leur ressemble pas. Attention à l'Euro en 2026 maintenant. Bref, allez, on finit sur le 3-3 rapidement parce que les garçons, on va regarder les résultats. Ah non, attends.
on me dit dans l'oreillette, petit tour à Lille. On a des images d'Erwan. Erwan a l'air d'aller un petit peu mieux après avoir... Non, il va toujours aussi mal. Erwan va très très mal. Erwan dans les tribunes, pour tous ceux qui se posaient la question de où est Erwan, il était à Lille au match pour assister à ce qu'on peut qualifier du plus grand match de l'équipe de France de basket, clairement. Il s'est régalé, on a pu discuter avec lui pendant tout le match. A priori, il va bien, même si le dernier... On n'a pas de nouvelles depuis un moment. Dites-nous si vous le voyez, prenez-le en photo. Blague à part, dans le groupe qu'on a à 3 avec Stephen et Erwan, dernier message à 23h26, Erwan, tu t'es barré comme un voleur. Je pense qu'il n'a pas supporté et qu'il s'est barré. Bref. Bon, je vous le disais, le 3-3, c'est fini pour les filles, a priori, puisque elles ont perdu contre les États-Unis et contre l'Allemagne, puisque l'enchaînement ce soir a été dur, hein. Allemagne. Et les garçons ont perdu aussi dans 2 matchs exceptionnels, mais malheureusement qui sont tombés du mauvais côté de la pièce face à la Lettonie, championne olympique en titre, et face aux États-Unis, sans Jimmy Fredette. Journée cruelle là pour le basket français. Et, je sais pas si vous avez regardé France-Lettonie, mais il met un tir à 2 points en croyant avoir gagné, mais il a le pied sur la ligne. Franck Seguela. Ouais, Franck Seguela, ouais. Du coup, on se fait assassiner sur. Je déteste ce genre de shoot. Shoot à 3 points, énorme bricasse qui rentre avec la planche. Ça me fout la haine ces shoots-là pour la gagne, mais les garçons ont encore une chance de passer. Il va falloir qu'ils l'emportent demain. Les filles, c'est fini. Alors qu'elles faisaient partie des grandes chances de médaille. Elles dominaient le circuit 3-3 depuis 2 ans maintenant. Moi, je les ai beaucoup commentés. C'était une équipe qui tournait bien. Et là, le 3-3, c'est un sport très difficile. 10 minutes, c'est très rapide. Sur beaucoup de matchs, elles sont rentrées mal. Elles ont mal démarré les rencontres. Et voilà, elles n'ont jamais réussi à refaire leur retard. Et je pense que c'est une énorme désillusion pour elles. Elles s'attendaient minima à une médaille. Clairement une médaille à domicile dans le feu qu'est le stade, l'Arena Concorde là. Vous pouvez quand même aller supporter demain les garçons et samedi les filles, et après-demain les filles, et dimanche les filles. Ouais. Parce qu'on est vendredi, je sais pas quelle journée. Je vais pas vous mentir. Là, c'est le jour 7. Il leur reste un match chacun, c'est ça? C'est ça, un match chacun. Ouais. Et puis ensuite on verra pour les quarts parce que on adore le 3-3 et les finales ce sera lundi soir. Voilà pour le basket. Je vous donne le programme de demain quand même. Il reste 4 matchs. Enfin non, il reste 2 journées plutôt. On va regarder ça ensemble. Est-ce que tu l'as ça? Mais oui, vous êtes les meilleurs. D'abord les filles, Chine, Porto Rico. Encore les filles, Serbie, Espagne. Intéressant. Tous les matchs des Espagnols sont fantastiques avec des fins de match de ouf. Ensuite, on passe chez les garçons. Si vous voulez pas rater Team USA, c'est face à Porto Rico à 17h15. Si Team USA gagne, eh bien, on sera contre le Canada. S'ils perdent, je sais pas ce qui se passe, donc je peux pas vous le dire. Et on finira avec Sud-Soudan, Serbie. Intéressant match. Très intéressant. Intéressant match. Cool. Je suis là, 2 oppositions de style totalement différentes, donc ça va être un super match à regarder. Absolument. Dimanche, ce sera le dernier match de l'équipe de France face à l'Australie féminine. Et puis lundi, le repos. Chez First Team, dans le tournoi basket, partout, on se repose. On se parle pas lundi. Et on se revoit mardi pour les quarts de finale. Je me rends compte d'un truc, Polo, j'ai pas mis de jingle. Et ça m'arrange pas. Et ça m'arrange pas. Du coup, je sais pas quoi faire. Mais bon, c'est pas grave, je le mettrai dans la suite. J'ai fait une dinguerie là. On est en direct, je viens de penser à un truc. C'est catastrophique ce que je viens de faire. C'est catastrophique. Mais comme je suis bon, on va pouvoir se mettre un dernier jingle parce que j'ai un dernier truc à vous dire juste après. Allez, petit jingle. Et oui, parce que vous savez que pendant tous les playoffs, pendant tous les Jeux Olympiques, on a la chance d'être accompagné par Trade Republic. Et demain soir, il y a Mathias qui bosse chez Trade Republic, qui va venir avec nous ici en plateau et qui va nous parler de cette plateforme, de cette banque plutôt européenne avec laquelle on collabore pendant toute cette période et qui vous dira pourquoi c'est une bonne chose de s'y intéresser. S'il a tout de suite envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien rendez-vous sur l'application et sur le site pour en savoir un petit peu plus et puis on en discutera demain patiemment ensemble. Merci à Trade Republic en tout cas d'être avec nous pour nous supporter parce que parfois on est relou à supporter et ça je sais que vous le savez vous qui nous regardez depuis des années. Bref, voilà pour le basket. Pardon? Tu veux qu'on regarde les codes de demain? Bah regardons les codes, vas-y, super. Vous voulez qu'on ait des problèmes? Vous, super. Allez, on y va tout de suite. Regardons ce qu'on nous propose pour Team USA Porto Rico, 17h15. Voici sur les copains de Winamax. Alors sachez que pour avoir une cote intéressante, eh bien, il faut mettre 35 points d'écart. 35 points, 34,5 points d'handicap pour Team USA. Autant vous dire que ça ne sert pas à grand-chose de parier sur ce match. Mais par contre, chez les copains de Winamax, si vous voulez nous rejoindre, code FT10 avec un nouveau compte. Et puis, vous aurez 100 € remboursés sur le premier dépôt et 10 € de bonus en plus. Donc, voilà, vous pouvez parier sur absolument tous les JO. Donc là, sur ce match, j'avoue, c'est pas très intéressant. Mais sur les matchs de l'équipe de France, ça peut l'être mardi face au Canada si on joue bien les Canadiens. Voilà
pour le basket. Merci Arthur, tu restes avec nous? Ouais. Merci Thomas Lerokis. On se voit demain matin. Ça marche, demain matin, 10h. Sur Clutch, Winamax. Wina TV. Ah oui, et on pourra débriefer un petit peu plus à froid. Ouais. Ce sera l'occasion de défoncer l'équipe de France une nouvelle fois, ensemble. Maintenant, on accueille Tom Ciaravino qui va nous faire les jeux de Tom et avec lequel on va discuter de cette incroyable journée puisque les Français ont été exceptionnels.